Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon et bienvenue sur ma chaîne, la Reine des Dragons. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril et franchement, c'était mal parti. Et je trouve finalement que ça a été un mois assez productif et hyper varié. J'ai lu 10 livres ce mois-ci, dont 3 en audio, ce qui représente quand même 1440 minutes d'écoute. Donc techniquement, pendant 24 heures complètes ce mois-ci, quelqu'un m'a raconté des histoires dans les oreilles. Et côté page, on est sur 2753 pages lues. Ce qui veut dire que soit je suis très productive, soit j'utilise la lecture pour fuir mes responsabilités. Et surtout ce mois-ci, il y avait un peu de tout. De la fantaisie, du thriller, de la romance, du young adult, du contemporain, de l'horreur. Vraiment, c'était un buffet à volonté. J'ai eu des petits coups de cœur, des petites déceptions aussi. J'ai rencontré des personnages que j'aurais suivis jusqu'au bout du monde et d'autres que j'aurais poussés dans un ravin sans aucun remords. Bref, on a beaucoup de choses à se dire. Donc prenez quelque chose à manger, une petite boisson, un plaid, un chat, et c'est parti. Du coup, j'ai commencé le mois avec une lecture audio. J'ai écouté Les Bouchères de Sophie Demange et je vous avoue que j'en suis ressortie extrêmement mitigée. Genre le fameux j'ai passé un bon moment sans savoir lequel exactement. En gros, on suit 3 femmes qui tiennent une boucherie dans un quartier assez bourgeois de Rouen et évidemment, des hommes commencent mystérieusement à disparaître. Le résumé me tentait beaucoup puisqu'il vendait un thriller féministe un peu grinçant, un peu sanglant, avec une ambiance très humour noir. En gros, beaucoup de girl power et de cadavres. Et franchement, le début était hyper prometteur. L'ambiance fonctionne super bien, il y a un vrai côté décalé avec cette boucherie rose bonbon, les couteaux, les rumeurs de quartier. Et moi, j'étais là, ok, je suis prête. Allons découper le patriarcat en fines lamelles. Et bon, je vous donnerai mon avis après, mais je pense que ce qui m'a fait aller au bout de cette lecture, c'est que j'ai trouvé les personnages assez attachants malgré tout. Ça s'écoute facilement, le rythme est fluide. Franchement, en audio, ça passe tout seul. Néanmoins, bon, j'ai trouvé que le roman tombait quand même beaucoup dans le cliché. J'ai trouvé que les personnages manquaient parfois de nuances et que certaines réactions étaient tellement impulsives que ça devenait invraisemblable en fait. Et il y a vraiment plusieurs moments où je me suis dit mais personne ne remet en question cette décision. Vraiment. Donc on continue comme ça. D'accord. Et puis bon, le dénouement que j'ai un peu vu arriver à 3 kilomètres. Et en même temps, une fois arrivé à la fin, j'avais un peu cette sensation de c'est tout. Le livre a construit plein de choses hyper fortes dès le début, comme la colère des femmes, la solidarité, les violences, pour finalement résoudre ça un peu vite en fait. Et alors, petit point personnel, mais j'ai quand même trouvé que le langage était peut-être un peu trop cru pour moi. Et alors, je sais que ça participe au côté trash et au côté brut du récit. Mais moi, j'avais surtout l'impression qu'on me criait dessus en permanence. Moi, j'étais tranquille en train de faire ma vaisselle avec mon casque audio dans les oreilles, et là, boum, agression verbale à 8 heures du matin. Merci, mais doucement. Donc voilà, je comprends parfaitement pourquoi certaines personnes ont adoré ce livre, parce qu'il a un vrai concept et une identité hyper forte. Mais voilà, de mon côté, ça n'a pas totalement pris. C'était pas catastrophique, hein, mais pas mémorable non plus. Le vrai bof de ce début de mois. Ensuite, j'ai lu The Games Got Played de Abigail Owen aux éditions Hugo Roman Romantaisie. Et alors là, je peux même pas le dire autrement, ça a été la catastrophe. Très clairement, j'aurais dû abandonner ce livre. Mais vous connaissez ce moment où vous continuez en vous disant non mais la fin va forcément tout changer. Bah non. Pour vous situer rapidement, c'est une romantaisie, inspirée de la mythologie grecque, où les dieux organisent des épreuves mortelles pour choisir le prochain souverain de l'Olympe. Et nous, on y suit Lyra, une jeune femme qui a été maudite par Zeus et qui est choisie par Hadès pour participer aux épreuves. Donc sur le papier, on a mythologie grecque, compétition mortelle, romance, épreuve, et normalement, c'est littéralement une recette conçue en laboratoire pour me plaire. Et pourtant, j'ai souffert. Déjà, je m'en excuse d'avance, mais je trouve que ce livre brasse un vide sidéral. Alors oui, il se passe des choses en permanence, mais j'avais l'impression que rien n'avait vraiment de poids. Les dialogues m'ont paru hyper artificiels. Les personnages fades et les réactions tellement infantiles. Vraiment, hein, les interactions entre Lyra et Hadès m'ont donné l'impression de regarder 2 ados en train de jouer à «Ouh, je suis mystérieux». Tout ça dans une fanfiction de 2016. Et alors pardon, hein, mais moi j'en ai marre. Des romances entre une héroïne de 19 ans et un dieu immortel de 5000 ans, ça me fait pas rêver. Du tout. Et le pire, c'est que d'habitude, j'adore les romans à épreuve. Non mais vraiment, donnez-moi des défis mortels, des labyrinthes, des alliances douteuses, moi je suis heureuse. Mais là, le problème, c'est que la plupart des épreuves sont soit pas intéressantes, soit expédiées, soit sans aucune tension, et à aucun moment je n'ai cru au danger, ni à l'intrigue, ni à la romance, ni même parfois aux décisions des personnages. Tu sais, j'avais un peu l'impression que le livre empilait des tropes de fantasy ultra populaires. Le bad boy immortel, la fille sarcastique mais spéciale, les épreuves mortelles,
le slow burn, pas si slow que ça d'ailleurs, mais sans jamais leur donner de vraie, profondeur. Alors peut-être, hein, que si vous aimez les romantaisies façon, ACOTAR ou Hunger Games façon, mythologie grecque, ça peut fonctionner, mais moi, non. Ce livre m'a juste, fatiguée. Donc voilà, lecture terminée par obstination et curiosité, une expérience qui m'a appris une chose, essentielle. Parfois, il faut écouter son instinct. Et DNF. Bon, du coup, après cette expérience traumatique en Grèce, j'avais besoin d'une valeur sûre. Et heureusement, j'ai lu Funny Story de Emily Henry aux éditions de Ville, et là, franchement, très bonne surprise. Alors déjà, de quoi ça parle? On va y suivre Daphné qui se fait quitter par son fiancé parce qu'il est en fait amoureux de sa meilleure amie d'enfance. Ambiance. Et pour couronner le tout, elle se retrouve à vivre en colocation avec Miles, qui est l'ex de cette fameuse meilleure amie. Donc littéralement, les deux personnes abandonnées qui deviennent colocataires, le potentiel de chaos était immense. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce livre ne cherche pas à réinventer la romance. On est clairement sur des tropes qu'on connaît, hein, la proximité forcée, le fake dating, la reconstruction émotionnelle, mais c'est super bien exécuté. Les personnages m'ont paru hyper réalistes. Ils sont imparfaits, parfois maladroits, pas toujours ultra matures. Bref, ils sont humains. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Après avoir lu plusieurs romances où le héros a soit la personnalité d'un meuble Ikea, soit l'intelligence émotionnelle d'une cuillère à café, Daphné notamment, je l'ai trouvée très touchante dans sa façon de devoir reconstruire sa vie entière après sa rupture. Et Miles, contrairement au classique book boyfriend ténébreux de 7000 ans, bah, c'est juste un mec un peu paumé, mais profondément gentil. Le concept est révolutionnaire apparemment, et surtout, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Je trouve que Emily Henry a beaucoup de talent pour écrire des dialogues hyper naturels, avec des personnages qui ont de l'autodérision, sans donner l'impression d'être des clichés incarnés. Mais il y a aussi un côté un peu plus mélancolique derrière l'humour. Ce livre parle beaucoup d'amour de soi, d'apprendre à exister en dehors du regard des autres, de reconstruire son identité après une relation. Alors oui, le message est un peu bateau dit comme ça. Mais ça fonctionne. C'est sincère, c'est bienveillant et jamais trop moralisateur. Et franchement, venant de moi, c'est un compliment énorme, hein. Parce que vous savez à quel point je suis sévère avec les romances. Je lève les yeux au ciel toutes les 3 pages en général. Mais là, non. J'ai passé un très bon moment. C'est drôle, c'est tendre, un peu triste parfois, un peu spicy aussi évidemment, parce qu'on reste chez Emily Henry. Bref, tous les ingrédients d'une romance contemporaine hyper efficace. Pas le livre qui va changer ta vie, mais clairement le genre de lecture qui fait du bien au cœur et qui te donne envie de sourire bêtement. On arrive à ma meilleure lecture du mois. J'ai lu Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid aux éditions 10-18. Et alors là, mais quel ascenseur émotionnel. Alors c'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est typiquement le genre de lecture qui me rappelle pourquoi j'aime lire. Parce qu'il m'a rendu émotionnellement instable pendant plusieurs jours. Et apparemment, bah, c'est ça ma passion. Le principe de départ est déjà horrible, dans le genre choix impossible. On va y suivre Emma, qui va perdre son mari Jess dans un accident d'hélicoptère. Il est déclaré mort pendant des années. Emma va donc reconstruire sa vie, retomber amoureuse d'un autre homme, se fiancer, et là, Jess revient. Allez, plot twist, il n'était pas mort en fait. Non mais déjà, rien que ça, c'est un cauchemar logistique et émotionnel. Et moi, je lisais ça en mode mais personne ne sortira psychologiquement indemne de cette histoire. Et effectivement, pas même moi. Ce que j'ai adoré, c'est que je trouve que ce livre explore super bien le thème de l'amour, mais aussi du deuil et de l'évolution personnelle. Parce qu'au fond, c'est pas juste une histoire sur un triangle amoureux, c'est une histoire sur la personne qu'on devient avec le temps. Sur le fait que l'amour peut être sincère à plusieurs moments de notre vie, mais de manière différente. Et alors, les émotions, c'était intense. J'étais tellement investie que j'ai dû appeler mon copain en plein milieu de ma lecture pour débattre d'une décision des personnages. Non mais genre vraiment. Allô, oui, bonjour. Imaginons ton ex revient d'entre les morts. Discutons. Le livre m'a mise parfois extrêmement en colère. Mais pas parce qu'il était mauvais. Au contraire. Mais parce que les personnages prennent des décisions profondément humaines. Parfois injustes, parfois frustrantes, mais crédible. Et moi j'étais là, je vous jure, mais à tourner les pages avec l'énergie d'une commentatrice sportive sous tension. C'est ça que j'aime. Un livre qui me force à ressentir quelque chose. Même de l'agacement, hein, même de la frustration. Au moins, je suis impliquée. Et je trouve que l'autrice est super forte pour ça. Pour écrire des personnages imparfaits, mais émotionnellement authentiques. Du genre, tu comprends leur choix. Même si tu as envie de les secouer très très fort. Et voilà, la fin reste assez prévisible honnêtement. On voit venir la direction du récit, mais je l'ai trouvée assez satisfaisante malgré tout parce qu'elle reste assez cohérente avec l'ensemble du roman. Bref, j'ai souffert, j'ai râlé, j'ai débattu comme si c'était de ma propre vie amoureuse qu'il s'agissait,
Mais j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai écouté Le Boyfriend de Freda McFadden et pour être totalement honnête avec vous, j'ai dû relire un résumé avant de filmer cette vidéo parce que je n'en avais littéralement plus aucun souvenir. Et ça, généralement, c'est pas un excellent signe. Pour situer rapidement, dans ce livre, on suit Sydney, une femme célibataire qui pense enfin avoir rencontré le mec parfait. Charmant, attentionné, séduisant, sauf qu'évidemment, dans un thriller de Freda McFadden, si un homme paraît trop parfait, il faut immédiatement partir en courant, ou déménager, ou changer d'identité. Et mon problème principal avec cette lecture, c'est que j'ai eu l'impression pendant tout le roman qu'aucun personnage ne réagissait normalement face aux événements. Bon après, comme souvent avec l'autrice, ça se lit ou ça s'écoute extrêmement vite. Les chapitres sont courts, il y a du suspense toutes les 3 pages, c'est fluide, c'est efficace, c'est hyper addictif. Freda McFadden, elle maîtrise vraiment bien ce truc de encore un chapitre alors qu'il est minuit 30 et que tu bosses le lendemain matin. Mais là, j'ai trouvé le scénario complètement invraisemblable. Genre, à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer d'y croire. J'étais juste là pour voir jusqu'où ça allait aller. Et les retournements de situation sont la plupart du temps tellement énormes que t'as juste l'impression de regarder une série Netflix écrite sous caféine. Et pourtant, je comprends pourquoi ces livres fonctionnent, c'est évident. Parce qu'ils sont addictifs. Vraiment, hein, même moi qui étais en train de lever les yeux au ciel toutes les 15 minutes, j'ai fini l'audio assez rapidement. Mais je crois qu'une question existentielle commence à se poser. Est-ce que je ne serais pas arrivée à saturation des thrillers de Freda McFadden? Parce que j'ai l'impression de retrouver quand même toujours un peu les mêmes mécaniques. Les plot twists énormes, les personnages qui prennent des décisions parfois un peu absurdes, les révélations ultra dramatiques, le côté aucun personnage n'agit normalement. Et avant, j'avoue, ça me divertissait énormément. Et là, j'étais quand même pressée d'en finir. Donc voilà, c'était pas horrible. C'était pas mémorable non plus. C'est le genre de thriller que tu consommes vite en fait, et que ton cerveau supprime direct après pour libérer de l'espace de stockage. Ensuite, très bonne surprise avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. Et honnêtement, je pense que c'est mon Clara Hérault préféré pour l'instant. J'avais déjà lu Nos plus belles années, que j'avais apprécié, mais ici j'ai trouvé les émotions plus justes, plus nuancées. Dans ce roman, on va suivre 2 sœurs pendant leurs vacances en Bretagne dans une famille un peu fragile. Et très vite, hein, on plonge dans des sujets quand même assez lourds, comme l'anxiété, la dépression, l'homosexualité, le passage à l'âge adulte, les relations familiales compliquées et le fait de se chercher quand on ne sait pas encore vraiment qui on est. Donc clairement, on n'est pas sur la petite romance d'été où tout le monde mange des glaces devant le coucher de soleil. Même s'il y a quand même cette ambiance estivale un peu mélancolique que j'ai beaucoup aimée. Et ce que Clara Hérault fait très bien, c'est écrire des personnages profondément attachants dans leurs imperfections. Les 2 sœurs sont très différentes mais hyper crédibles. Elles ont chacune une manière différente de gérer la douleur, les attentes des autres, le regard sur soi-même et surtout les sujets sont traités avec énormément de douceur et de bienveillance. Vraiment, je pense que ce livre m'aurait bouleversée si je l'avais lu à l'adolescence. Il y a 10 ans. Bon ok, il y a 15 ans peut-être. Je pense que je me serais probablement sentie très comprise à certains moments. Aujourd'hui, forcément, avec un peu plus de recul, je pense que je suis restée légèrement en retrait émotionnellement, mais j'ai quand même trouvé ce roman hyper touchant. Et j'apprécie énormément que ce soit un young adulte français qui ose parler de la santé mentale et de l'identité sans tomber dans quelque chose de caricatural. Mais parce qu'évidemment, oui, il y a un mais. J'ai retrouvé quand même ce qui me dérangeait déjà un peu dans le précédent roman que j'ai lu de l'autrice. Comment dire le côté un peu surenchère dramatique. J'avais l'impression que chaque adulte de cette histoire avait besoin d'une thérapie urgente ou au moins d'un stage intensif de communication bienveillante. Les parents notamment, pour moi c'était trop. Trop injuste, trop toxique, trop dans l'extrême en fait. Et du coup, il y a plusieurs moments où je la voyais. La volonté de créer de l'émotion chez le lecteur. Et moi, dès que je sens un peu trop les ficelles du drama, j'ai tendance à prendre un peu de recul. Donc voilà, très bonne lecture malgré tout, touchante, importante, pleine de douceur et de sujets nécessaires. Mais avec ce petit côté où, ok, peut-être que la vie s'acharne un peu trop, et ça m'a empêché d'aller jusqu'au coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz que j'ai en poche aux éditions Le Livre de Poche. Et alors, expérience assez particulière. Déjà, c'était mon premier Olivia Ruiz. Je la connaissais uniquement comme chanteuse jusqu'à maintenant et je l'adore musicalement, donc j'étais hyper curieuse de connaître sa plume. J'avais vraiment cette attente de retrouver son univers un peu mélancolique, poétique, très sensoriel en fait. Et sur ce point-là, honnêtement, mission accomplie. Mais alors, le roman m'a aussi beaucoup perdue. Et c'est super compliqué de vous le résumer parce qu'on suit plusieurs générations d'une famille marquée par l'exil espagnol,
les secrets, les blessures familiales, la transmission. Et le livre navigue quand même pas mal entre différentes temporalités, différents points de vue. Et moi, j'avoue que pendant une bonne partie de ma lecture, j'étais là à essayer de reconstituer l'arbre généalogique comme si j'étais dans une enquête policière. Les changements de narration sont fréquents, la chronologie est très éclatée. Et je dois avouer que j'ai quand même eu du mal à toujours savoir où j'étais, avec qui, à quel moment. Du coup, j'ai souvent eu cette sensation un peu frustrante d'être restée à distance du récit. Tu sais, comme si je regardais quelque chose de très beau, mais à travers une vitre teintée. Par contre, la plume est vraiment magnifique. Plus j'avançais et plus je me suis habituée à cette écriture très poétique, très imagée, très musicale du coup parfois. Il y a des passages très sensoriels, très vivants, qui retranscrivent hyper bien les thèmes du livre. Les racines, la mémoire familiale, la transmission, les silences entre générations. Il est très bien noté et je comprends totalement pourquoi beaucoup de lecteurs ont été touchés par ce texte parce qu'il y a une vraie sensibilité dedans. Mais bon, malgré tout ça, pour moi, je dois avouer que l'ensemble reste assez abstrait dans mon esprit. Les lieux, les personnages, certaines scènes, en fait, je suis pas sûre d'avoir totalement saisi tout ce que le roman voulait transmettre. Et c'est hyper frustrant parce que je voyais bien qu'il y avait énormément d'émotions et de symbolique derrière. Mais bon, voilà, moi, émotionnellement, je suis restée un peu sur le seuil de la porte. Donc voilà, c'était une lecture agréable, courte, avec une très belle plume, mais qui m'a laissé un petit goût d'inachevé. Ensuite, avec mon copain, on a écouté en voiture C'était notre maison de Marcus Cleaver, en allant au Festival du Livre d'ailleurs. Et franchement, je pense que pour lui comme pour moi, la déception a été immense parce que j'en avais entendu énormément de bien. Vraiment, c'était le genre de livre vendu comme le thriller horrifique, paranoïaque qui te met mal à l'aise du début à la fin. Donc moi, j'étais prête. J'avais préparé mentalement mon petit stress nocturne. Mes petits tocs du genre, je vais vérifier 3 fois si la porte est bien fermée. Bref, j'étais prête, moi, pour l'expérience complète. Et pourtant, ça l'a pas fait du tout. Le pitch était hyper efficace pourtant. Une maison isolée, un couple qui emménage, une famille étrange qui débarque en affirmant que cette maison, c'était la leur. Déjà, ça, normalement, c'est ma kryptonite. La maison perdue, les inconnus bizarres, l'ambiance malsaine, je signe immédiatement. Et honnêtement, le début fonctionnait plutôt bien. Il y avait une ambiance assez oppressante, une vraie montée en tension et des petits détails qui dérangent. Tu sais que quelque chose cloche profondément. Mais mon problème, c'est la direction qu'a pris l'histoire ensuite. Mais en fait, c'est un peu ma faute parce que je m'attendais à écouter un thriller horrifique assez réaliste, voire très psychologique. Et en fait, pas du tout. Le roman bascule énormément dans le paranormal et le fantastique. Et moi, à ce moment-là, on m'a complètement perdue. Parce qu'à partir du moment où les règles du récit deviennent floues, où tout devient potentiellement surnaturel et sans véritable explication, moi je décroche complètement. Parce que j'ai besoin d'avoir des réponses ou au moins une logique interne claire. Et là, pendant ma lecture, j'ai eu l'impression d'accumuler les questions sans jamais avoir eu de réponse derrière. Et à chaque révélation, j'étais même plus intriguée. J'étais juste là, genre, ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, j'ai pas eu peur. Pas une seule fois. Alors que vraiment, tous les ingrédients étaient là. La maison isolée, la famille étrange, les comportements inquiétants, le sentiment d'intrusion, cette ambiance de quelque chose ne va pas dans cette baraque. Mais au lieu d'être stressée, je soufflais, hein. Beaucoup. Mais tu sais, le fameux soupir du lecteur fatigué qui regarde l'histoire partir dans une direction, et moi j'avais pas signé pour ça. Et à la fin, je crois que ma réaction exacte a été non, tout ça pour ça. Parce que le livre construit énormément de mystères, énormément de tensions, pour une conclusion qui m'a juste laissée frustrée. Et je sais hein, que certaines personnes ont adoré ça, parce que ça donne à ce livre un côté très ambigu, presque expérimental. Mais moi, clairement, voilà, j'attendais autre chose. Je voulais un thriller horrifique. Et j'ai eu, voilà, une expérience paranormale très abstraite, avec zéro concrétisation concrète. Donc voilà, super concept de départ, ambiance très prometteuse, mais en ce qui me concerne en tout cas, la direction scénaristique de ce livre ne m'a franchement pas convaincue. Arrive ensuite quand même une très bonne surprise avec ma lecture de Terre brisée de Claire Leslie Hall aux éditions Charleston. Et là, honnêtement, excellente lecture. Mais surtout, une ambiance qui m'a happée. Le roman se déroule dans une ferme isolée du Dorset et alterne entre deux temporalités. Un été passé, chargé de souvenirs, la naissance d'une histoire d'amour, et le présent où un meurtre vient bouleverser toute une communauté. Très vite, on comprend qu'on est face à un mystère, puisque quelqu'un est mort, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça s'est passé, et c'est exactement ça qui rend ce livre si efficace. On est dans une narration très maîtrisée,
presque comme un polar psychologique. On avance petit à petit, avec des morceaux de vérité qui se dévoilent au compte-gouttes, et cette impression constante que tout le monde cache quelque chose. Et ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance, parce que c'est sombre, c'est un peu lourd, c'est très immersif. On sent la terre, la ferme, les non-dits et les relations qui se fissurent petit à petit. Tu sais, c'est vraiment ce genre de roman où tu es plongé dans une atmosphère avant même de comprendre ce qui est en train de se jouer. La structure entre le passé et le présent est très bien dosée, parce qu'on n'est jamais perdu. Et surtout, chaque retour en arrière apporte une nouvelle pièce au puzzle. Ça donne du rythme en fait, sans casser la tension, et ça rend les personnages encore plus intéressants parce qu'on comprend progressivement ce qui les a amenés là. Et justement, les personnages, ils sont imparfaits, parfois frustrants, mais très humains. Ce sont clairement des gens marqués par leur choix, par leurs regrets et par leur silence. Et c'est ça, je trouve, qui rend cette histoire émotionnellement forte, parce que c'est pas juste une intrigue de meurtre, c'est une histoire de relations, de loyauté, et de ce qu'on fait avec les conséquences du passé. Et malgré la sobriété apparente du récit, j'ai trouvé au contraire que les émotions, elles étaient ultra présentes. Mais pas dans l'excès, plutôt dans les détails, dans les regards, dans les non-dits. Et surtout, c'est un vrai page-turner, parce que l'autrice joue très bien avec l'intrigue centrale du meurtre. On veut savoir. Et on soupçonne tout le monde. Personnellement, j'ai changé d'avis toutes les 30 pages. Et j'ai été tenue en haleine jusqu'à la fin. Et franchement, c'est le genre de lecture que j'adore. Une intrigue simple, en apparence, mais extrêmement bien construite, avec une tension constante et une atmosphère qui fait tout le travail. Donc voilà, c'était une lecture marquante, immersive, très bien écrite et surtout qui m'a tenue jusqu'au bout sans jamais me lâcher. Dernière lecture du mois et lecture de saison, puisque j'ai lu L'heure secret de Angelina Delcroix aux éditions Hugo Poche. Et là, je vous le dis direct, c'était une grosse déception, mais parce que le concept de départ avait tout pour me plaire. Sur le papier, on est sur un échange de maisons entre deux couples pendant la période de Noël. Donc forcément, moi j'étais déjà dans le mood ambiance hivernale, secret de famille, malaise progressif, petits indices cachés dans le décor. Je m'attendais franchement à un The Holiday façon thriller. Je vous jure, j'étais prête à me régaler. Même hors saison. Et d'ailleurs, le pitch de base est vraiment efficace. Deux couples qui échangent leur maison pour la période des fêtes, où chacun arrive dans un environnement idyllique, un chalet enneigé d'un côté et une villa bretonne face à l'océan de l'autre, mais évidemment, très vite, les secrets commencent à remonter à la surface. Donc vraiment, le potentiel, il était là. Mais très rapidement, le roman part dans tous les sens. Déjà, j'ai eu l'impression que ce thriller voulait cocher toutes les cases en même temps. Les secrets dans le couple, les tensions psychologiques, l'ambiance hivernale inquiétante, la mafia. Oui, oui, la mafia. Et au milieu de tout ça, on balance un petit peu de paranormal et des tables de Ouija. Le problème principal pour moi, c'est que tout s'empile, sans forcément créer une cohérence solide. Et au lieu d'avoir une montée en tension progressive, j'ai surtout eu l'impression qu'on voulait surprendre le lecteur, à tout prix, quitte à casser la logique de départ. Et du coup, la promesse de départ, le thriller psychologique façon vacances qui tournent mal, bah ça s'effondre un peu. Et pourtant, il y a des bonnes idées, clairement, puisque l'ambiance de base fonctionne bien, le cadre est efficace, on sent que l'autrice, elle sait installer du suspense. La première partie du roman est géniale. Mais la deuxième, en fait, à force de multiplier les directions narratives, moi j'ai complètement décroché. Et c'est trop dommage parce que je pense qu'avec une intrigue plus resserrée, ça aurait pu être une super lecture. Là, au final, je suis surtout restée avec cette impression de ouais, bon concept. Mais pourquoi on a ajouté tout ça? Donc voilà, c'était une lecture sympa au début, mais qui m'a complètement perdue dans sa seconde moitié. Voilà, c'est terminé pour mon bilan lecture du mois d'avril et franchement, c'était un mois de lecture assez mitigé quand même. J'ai eu des lectures vraiment très différentes, autant en termes de genre que de qualité. Entre les thrillers qui m'ont laissé froide, les romances qui m'ont surprise et les lectures plus émotionnelles qui m'ont pas mal chamboulée, on peut dire que j'ai eu un mois assez montagne russe littéraire. J'ai quand même eu de grosses déceptions, hein, notamment du côté des thrillers où j'ai beaucoup eu de promesses versus réalité, avec des histoires qui partaient un peu dans tous les sens et qui manquaient vraiment de cohérence pour moi. Néanmoins, à côté de ça, pas de coup de cœur ce mois-ci, mais de très belles surprises. Des lectures qui m'ont fait rire, réfléchir ou carrément m'énerver, mais dans le bon sens du terme, donc des livres qui m'ont fait réagir. Mais ça, c'est toujours bon signe. Et finalement, ce que je retiens, c'est que c'était un mois très varié. Pas toujours très constant en qualité, mais jamais vraiment ennuyeux. J'ai été déçue, j'ai été touchée, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai appelé mon copain pour débattre de relations toxiques fictives. Donc globalement, mission accomplie pour mes émotions. Et si je devais résumer avril en une phrase, c'était chaotique.
mais au moins c'était vivant. Et maintenant, je veux absolument savoir, qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci? Et est-ce que vous avez déjà eu des lectures où à la fin, vous vous êtes vraiment dit: «Tout ça pour ça?» En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, faites de belles lectures et nous, on se retrouve entre deux chapitres. Salut!